Bonsoir. Une Québécoise a eu la peur de sa vie au Japon où elle se trouvait quand le tremblement de terre et le tsunami ont frappé. Elle est encore traumatisée parce qu'elle a vécu. Un jeune homme de 20 ans à l'époque a traversé le Canada en kayak, une épopée digne des coureurs des bois. Il nous raconte en paroles et en images son incroyable aventure. Quand on voit les images qui nous proviennent du Japon, on se dit on est bien content de ne pas y être. Alors, quand on y est et qu'on est un étranger, on se dit on aimerait quitter. Et c'est arrivé à une Québécoise qui était en voyage là-bas depuis quelques jours à peine quand le tsunami et le tremblement de terre ont frappé. C'est extrêmement pénible d'essayer de se retourner au pays. Ça a été une expérience difficile qu'elle va nous raconter. Il s'agit de Mme Delphine Lynn Bourdon qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous alliez là en voyage, c'est ça, voyage organisé? Non, c'était un voyage par moi-même. J'ai l'habitude, j'ai voyagé dans plus de 43 pays. Donc, j'avais organisé ça par moi-même. J'avais réservé mes choses, mon avion, mes hôtels. Et vous étiez toute seule? Oui. C'est la première fois que vous vivez une expérience aussi traumatisante que celle-là? Oui. J'ai habité en Afrique pendant plusieurs années, mais une expérience aussi intense que ça, non, c'est la première fois. Alors, expliquez-moi où vous étiez quand ça a frappé, tout ça. Moi, j'étais en tour organisé que j'avais pris avec mon hôtel à Nikko. C'est un endroit où il y a des temples Shinto. Puis c'est vraiment un endroit sacré. C'est dans les montagnes. C'est à peu près au nord-est de Tokyo. Et au moment où on est arrivé, on était exactement au Kegon Waterfalls, qui est une chute de 96 mètres de haut, qui est une des plus hautes chutes du Japon. Et les secousses ont commencé à cet endroit-là. Le 8,9, c'est à cet endroit-là que ça a commencé. Donc, vous étiez dans l'autobus ou vous étiez sur le sol? On était sur le sol. Donc, qu'est-ce que ça fait comme sensation? Là? Parce que 8,9, moi, j'ai vécu celui du Saguenay à 6,2, là, puis ça cognait pas mal fort. Je présume qu'à 8,9, c'est encore pire. C'est quoi la sensation? La sensation, c'est que les genoux vibrent. On a l'impression que les genoux plient tout seuls, mais autrement, c'était comme plus amusant qu'autre chose. Sur le moment, j'ai pas eu peur du tout. C'était vraiment... La fille qui était avec moi, j'étais avec une Portugaise, puis elle était vraiment terrorisée. Elle était vraiment... Elle avait les yeux sortis de tête et elle a dit « Moi, j'ai très peur des tremblements de terre. » Donc, mais vous n'avez pas senti des espèces d'ondes longues, là? Où, oui. Mais moi, je trouvais ça drôle. Sur le moment, ça ne m'a pas inquiété du tout. OK. Alors, ça dure combien de temps, à peu près, là, la secousse comme telle? C'était assez long. Ça a duré plusieurs minutes. Et on voyait par les fenêtres, on regardait les édifices et on regardait, c'était les fenêtres qui nous donnaient l'indication qu'il y avait encore un tremblement et que ça recommençait. Ça a duré, ça arrêtait, ça repartait et ça a duré pendant plusieurs minutes. Alors, qu'est-ce que font les édifices pendant le tremblement de terre? Vous les voyez littéralement bouger ou quoi? Oui, on voit les structures qui oscillent. Puis nous aussi, on oscille. Alors, c'est difficile de savoir... oui, c'est ça. Si nous, on bouge, puis la perspective étant ce qu'elle est, c'est difficile de voir l'autre point ou le moins qui bouge. Voilà, ça devient comme tout n'a plus d'ancrage. Donc, c'est difficile vraiment d'évaluer comme... Quelle a été la réaction du guide? Est-ce qu'il y a de la panique? Comment ça se passe à ce moment-là? Aucune panique. On est retourné tranquillement dans l'autobus. On a monté ensemble et là, on pensait vraiment pas que la situation était sérieuse à ce moment-là. Mais à un moment donné, on avait, en descendant des chutes, on avait une route particulière qui est 48 courbes en tête d'épingle, comme ils disent. Et on avait à faire cette route-là. Et durant ce transport-là, on a vu des chevreuils monter en file vraiment vers le haut de la montagne. Comme en panique, là. Oui. Et là, la guide a dit « Ah, c'est bizarre ». Et quelques heures avant, on avait vu au temple un groupe de chats qui faisaient la même chose, qui couraient vers le haut de la montagne. Et moi, je connais les chats et je sais que les chats, ça ne court pas en groupe. J'avais trouvé ça étrange. Et tout ça est arrivé. Puis ensuite, le tsunami est venu de ce côté-là, de Nikko aussi. Il est venu dans cette région-là, mais plus de l'autre côté. Et nous, on descendait vers Tokyo à ce moment-là. Donc, vous vous en alliez vers le tsunami, puis vous ne le saviez pas? Non, on se sauvait du tsunami, mais par contre, ce qu'ils nous disaient aux nouvelles, c'est qu'ils craignaient que ça vienne de Tokyo. Donc, l'alerte au tsunami, vous l'avez entendu à la radio? Vous ne l'avez pas compris, là, parce qu'il y avait une télé dans l'autobus? Oui. Donc, le chauffeur la comprend et il se dirige quand même vers la côte? On n'avait pas le choix.
Et de toute façon, on était encore loin de Tokyo. Ça a pris 14 heures de Nikko aller jusqu'à Tokyo. Et qu'est-ce que vous avez vu chemin faisant? On a vu des arbres brisés, on a vu des maisons effondrées, on a vu des autos dans l'accotement complètement renversés. Et ça, c'est un trajet de 2 heures habituellement. C'est 2 heures et demie, oui. Et ça vous a pris? 14 heures. 14 heures. Oui. Donc, ça veut dire que les routes étaient bloquées, littéralement. Oui, là. parce que plus on avançait de Tokyo, plus la circulation était dense. Tout le monde fuyait Tokyo parce qu'ils ont été plongés dans le noir pendant plusieurs heures. Alors, tous les gens essayaient de partir. Les transports ont été arrêtés. Le métro ne fonctionnait plus, ni le train. L'aéroport a été fermé. Et donc, il y avait seulement les gens qui partaient à pied, à vélo et en auto. Donc, la circulation était... Mais vous n'êtes pas dit à un moment donné, on s'en va pas dans le bon sens. On se Je sais pas, l'est quand dit. tu vois que tout le monde s'en va par là, tu dis, peut-être qu'on devrait s'en aller, là, non? C'est en plein ça, oui. Ouais. On était inquiètes. Puis nous, on avait des nouvelles en japonais. On ne comprenait rien. Alors, c'était d'autant plus inquiétant que ça jouait en japonais. Et on se disait, mais là, c'est quoi qui se passe? Et là, on voyait toute la côte du Japon au complet, toute la côte du côté de la mer, qui était toute en pointillé et qui disait l'alerte au tsunami. Il n'avait aucune idée de quel sens ça allait venir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a des pancartes lumineuses et, Oui. et quand... Il nous montrait tout le pays OK. au complet, mais toute la côte était en rouge et ça clignotait. OK, Et à la télé, ça? À la télé. OK. Il nous marquait tsunami en lettres arabes. Et là, nous, on voyait ça, on se disait... Ben, mais moi, là- j'aurais dit, je veux débarquer, je veux pas aller sur le bord de la côte, là. C'est un peu ça. Mais en même temps, toutes nos choses étaient à Tokyo. On se disait, ben on doit aller à Tokyo, peu importe. Et plus vous vous approchiez, est-ce que plus les dégâts étaient considérables? Parce que c'est plus peuplé autour de Tokyo, là. C'est densément peuplé dans ce coin-là. C'est vrai. Mais en même temps, à Tokyo, ils sont mieux préparés qu'en région. En région, les bâtiments sont plus anciens. On nous a expliqué qu'à Tokyo, tout était prévu pour que les bâtiments résistent aux tremblements de terre. Moi, c'était plus le tsunami qui m'inquiétait. Ben, je comprends, avec raison, avec ce qu'on avait connu, hein, ce fameux tsunami dont on a tellement parlé, là, qui s'était déversé sur à peu près tout ce qu'il y avait de côte en Asie à ce moment-là. Donc, ça prend 14 heures. Vous arrivez à Tokyo, vous n'avez aucune idée d'où vous en allez, et il vous emmène où? Là, rendu là, le chauffeur est complètement exténué. Il ne peut pas venir nous mener chacun à nos hôtels, c'est sûr. Alors, il a débarqué comme un paquet de personnes à un endroit. Et moi, ils m'ont dit, bon, ben on ne peut pas aller jusqu'à votre hôtel, madame, on s'excuse. Vous devrez marcher. Alors, j'ai marché toute seule. Mais saviez-vous où c'était? J'avais une idée, j'ai un très bon sens de l'orientation, donc ça m'a aidée. Mais j'ai marché comme 15 minutes toute seule dans un Tokyo déserté, où j'ai des photos de ça. Vraiment, d'habitude, c'est comme... Moi, j'étais dans la région de Ginza, qui est vraiment la région commerciale de Tokyo. Et c'était désert. D'habitude, c'est comparable à Fifth Avenue à New York. Et là, il n'y avait personne. Donc, au centre-ville, c'est déserté, mais dans les, je dirais, dans les agglomérations tout autour, les gens veulent Ils sortir. veulent quitter, Donc, oui. tout le trafic est à la sortie de la ville. l'extérieur, oui. Et à l'intérieur, il n'y a plus rien. C'est ça. Et vous en allez là, vous, là. Oui, c'est ça. Et je suis Et vous avez arrivée. peur du tsunami. Oui. Et vous voyez la mer au fond là-bas, là. Oui, oui, parce qu'on est près du port à Ginza, on est près de l'eau. Mais on a quand même une bande, si on regarde la géographie du Japon, il y a quand même une bande qui protège quand même d'atteindre Tokyo de façon trop directe si un tsunami venait à venir. Je comprends, mais en Mais l'occurrence, c'était on pas s'occupe plus de la sécurisant. mer que de la bande. Parlez-moi du rêve que vous aviez fait. Il paraît que vous avez rêvé C'est quelques vrai. semaines avant d'arriver là-bas à un tsunami. C'est vrai. 2 semaines avant de quitter pour le Japon, j'ai rêvé un tsunami, mais je n'ai jamais pensé que ça arriverait. Même là-bas, je me suis même pas souvenue de mon rêve. C'est arrivé ici à Montréal que mon copain m'a dit « T'avais rêvé à ça, hein? » J'ai dit « Ben oui, c'est vrai. » Alors, rêvez pas d'un tremblement de terre là, pour Montréal, là, ça ne nous dirait pas. Bien, il y en a eu un hier à la chute. Ben oui. Mais dites-moi, là, vous êtes perdu. Vous trouvez vos repères comment, là, en ville? Il n'y a plus un chat, là. Il n'y a plus un chat. Bon, j'avais une carte de la ville et surtout de mon quartier sur moi. Je me suis fiée sur ma carte et je me suis dirigée directement sur mon hôtel. Et j'avais juste une pensée à ce moment-là, informer ma famille, parce que ça faisait 14 heures que j'étais partie de Nikko,
mais sans moyen de rejoindre ma famille, de leur dire que j'étais correcte, que ça allait bien. Puis je savais bien qu'à l'hôtel, j'étais absente depuis la veille. J'avais pas donné signe de vie. C'était vraiment, là, c'était pressé. Alors, vous avez réussi à retrouver l'hôtel? Vous êtes entré dans l'hôtel? Oui, j'ai entré. Mais les systèmes de communication, ça devait être assez... Non, le téléphone, c'était impossible. Il y avait l'Internet. J'étais vraiment... Vous avez pu les aviser comme ça? Oui. J'ai entré tout de suite sur Facebook et j'ai tout de suite annoncé « Je suis OK ». Et là, tout s'est mis à défiler. Tout le monde venait parce que tout le monde était vraiment inquiet, là. Mais là, les possibilités de tsunami sont encore là. L'alerte est toujours en vigueur. Oui. Et là, vous êtes à l'hôtel. Est-ce qu'il y avait une vue sur la mer à l'hôtel? Non, j'étais dans les buildings. Mais j'avais une fenêtre face à mon ordinateur et les secousses continuaient. Et là, j'écrivais sur Facebook et j'écrivais « Il y a encore des secousses ». Et là, ça se mettait à vibrer, la fenêtre vibrait. Les répliques étaient très fortes. Ce qu'on annonçait ici, c'était des répliques encore très fortes. Oui. 6, 6,5, 7 même à un moment donné. Là. Oui. Alors, ça brasse pas mal. Et on entend le métal qui tord. On entend des bruits comme ça, là, qui sont très stridents. Donc, vous sentiez votre building qui bougeait? Oui, oui. J'avais même peur d'aller pas eu envie de sortir, de rester dans la rue une fois vos parents avisés, là, pour pas que ça nous tombe sur la tête, là, non? J'avais qu'une idée. Premièrement, garder mon calme, puis garder le contrôle, le sang-froid. Parce que pour moi, de paniquer ou de m'inquiéter, ça ne m'aidait pas à trouver une solution de me sortir de là. Et tout le monde me disait, il faut que tu partes. La centrale nucléaire est à côté, il y a un danger d'explosion. Il faut vraiment partir de là. Et là, le tsunami, c'était pas déversé encore. Comment vous avez appris ça? Comment vous l'avez vécu, le tsunami, là? Le tsunami, on était encore dans l'autobus au moment où ça a été annoncé. OK. Donc, c'était déjà fait. Avec soulagement, ça s'était passé plus au nord. Tokyo est plus au sud. Donc, c'est... Avez-vous vu des dégâts, donc, en ville? Du tsunami? Non? Non, aucun. OK. Aucun. À la télé, est-ce que vous avez allumé la télé rendu là? Parce que les images qu'on voit là, est-ce qu'on devait les présenter, je suppose, à la télé? On les voyait, mais à un moment donné, moi, j'ai fermé la télé. Oui, parce que c'était assez paniquant à voir, ça. Voilà, ça m'inquiétait plus que d'autres choses. Je me suis dit, non, si je veux garder le contrôle, je dois faire comme les Japonais, c'est-à-dire penser calmement, puis trouver une solution. Et donc, vous étiez toute seule encore tout le temps, là? Oui, j'étais toute seule. Et c'était d'autant plus effrayant parce que dans l'autobus, on était en groupe, au moins, on était ensemble et on parlait la même langue. Là, maintenant, je tombais vraiment toute seule dans ma chambre d'hôtel. Et quand vous sortiez, ça parlait japonais, là, c'était impossible de se faire comprendre, ça. ou à peu près. À la réception, il y avait des gens qui parlaient anglais. Ils ont été très, très gentils, très bien. Mais la dame a malheureusement annoncé que ma chambre était réservée pour le soir et je devais quitter. Arrêtez donc. C'est vrai. Et là, vous êtes retrouvés où? Et j'avais les yeux sortis de la tête et j'ai vraiment fait comme « Je dois m'en aller? » Elle a dit « Oui, on est désolé, c'est complet. » Ah bon? Et là, c'est vraiment là que j'ai fait « Il faut que je trouve un vol pour retourner chez moi. » Mais là, vous avez été là combien de temps avant de trouver le vol? Je suis arrivée à 5h30 à mon hôtel et j'ai trouvé un vol seulement à 12h30. Et c'est des amis à moi qui ont téléphoné à Air Canada de Montréal pour me trouver un vol. J'avais une autre amie qui s'est informée à l'ambassade quelles étaient les mesures que je devais prendre. Moi-même, j'ai envoyé un email à l'ambassade pour leur dire que j'étais à tel hôtel, à telle chambre et que j'avais besoin qu'on... Est-ce qu'ils vous ont aidé un peu? Ils m'ont pas aidé du tout. Sinon, on va aller à la pause. On va parler de comment vous avez réussi à vous sortir de ce guêpier infernal dans 3 minutes. À tout de suite. Avec moi, Delphine Lynn Bourdon, qui était partie en voyage au Japon et qui, pendant son voyage, s'est retrouvée dans la panique générale au Japon à la suite du tremblement de terre et du tsunami qui s'en est suivi. Donc, vous êtes là-bas. Avez-vous mangé? Vous êtes parti pendant 14 heures et là, vous êtes à l'hôtel. Comment ça fonctionne? Vous devez mourir de faim, là, malgré la panique et tout ça, là? Oui, parce que dans l'autobus, on n'avait rien. On avait dîné le midi d'avant, de la journée d'avant. Puis on n'avait rien eu parce qu'après, quand on arrêtait pour aller aux toilettes simplement, les gens étaient tellement en panique qu'ils faisaient ça avec leurs bras. Ils ramassaient tous les comptoirs, ils vidaient toutes les distributrices. Il restait rien. Les gens étaient... Ils avaient peur de manque. Ils avaient peur... Oui. Ils redoutaient une pénurie puis ils mettaient ça dans leur sac. Effectivement, il y avait une pénurie parce que il n'y avait plus rien. Il y a des stations qui n'avaient plus d'essence. Il y avait des filets, là. Vraiment, ça finissait à l'autre route, de l'autre côté, parfois pour prendre l'essence. Alors, les stations se vidaient.
Alors, quand on vante le calme japonais, je dirais, une partie de la population. C'est comme dans n'importe quel pays, là. Il y a une partie des gens qu'on peut qualifier de calme, puis les autres qui étaient plus paniqués, dans le fond, là. Mais à aucun moment, on sentait qu'ils étaient paniqués. Ils étaient toujours calmes. Ils faisaient les choses posées. Ils n'ont jamais conduit rapidement, donné des coups de volant ou de l'impatience. Toujours très, très patient. C'est vraiment un peuple exemplaire. Ils vidaient les tablettes tranquillement. Oui, ils prenaient les tablettes. Avec calme et sérénité. Avec calme, mais ils faisaient quand même ce qu'il fallait faire en réalité. Nous, on a essayé, moi j'ai essayé à un moment donné d'avoir des choses à boire. Les machines étaient vides. Il ne restait rien. À un moment donné, on a réussi à avoir une bouteille d'eau en 14 heures. J'ai eu une bouteille d'eau. C'est tout. Est-ce que vous aviez conscience à ce moment-là de l'ampleur du dégât, c'est-à-dire que des milliers de morts, etc.? Déjà, parce que vous m'avez parlé des reportages à la télé. À la télé, on ne savait pas. Au début, on parlait de quelques centaines de morts. On ne le savait pas. Est-ce que, sur place, à sentir ce qui se passait, vous vous disiez, wow, c'est peut-être pire que ce qu'on nous dit à la télévision? On avait la télévision dans l'autobus qui nous présentait des images. Donc, on voyait, on avait une idée de ce qui se passait. Moi, j'étais plus concentrée à essayer d'aider les gens autour à garder le moral, que j'ai focusé là-dessus. Comment ça? Ceux qui paniquaient, vous avez essayé de les calmer? Oui, parce que ma copine de voyage, on s'était rencontrés la veille en faisant le tour de la ville de Tokyo. Elle avait décidé de venir avec moi. Elle était complètement paniquée. Alors moi, je prenais soin d'elle. Je me disais, c'est pas si mal, on est en sécurité. Je lui répétais ça souvent. Je me convainquais que moi-même aussi en même temps. C'est un double exercice à ce moment-là. Oui. Et donc, vous êtes dans la chambre d'hôtel, vous dites que c'est des copains qui réussissent à communiquer avec Air Canada, mais là, vous êtes dans le cœur de la ville, il y a eu le tsunami, et vous savez déjà à ce moment-là que la centrale nucléaire peut être affectée. Redoutez-vous ça, les radiations dont on parle depuis plusieurs jours? Est-ce que déjà, là, c'était une crainte que vous aviez? Mais oui, c'est sûr. Parce que tout le monde me disait, il faut faire ci, il faut faire ça, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait faire ça. J'avais des commentaires qui venaient de partout. Les gens me disaient, ils voulaient tous m'aider, mais j'avais des commentaires tellement... Vous avez dit sur Internet, les gens qui vous donnaient des trucs, là... Oui, sur Facebook. J'avais toutes sortes de... Oui, c'est ça. Il faut établir les priorités. Là. On vous disait, c'est quoi les conseils qu'on pouvait vous donner à ce moment-là? On m'a dit, il fallait prendre le bateau puis m'éloigner, m'en aller le plus au sud possible pour m'éloigner de la centrale nucléaire qui est au nord de Tokyo. C'était toutes sortes d'idées, mais pour moi, c'était pas concret parce qu'à cause du danger de tsunami, je pouvais pas prendre le bateau. Pour moi, c'était impensable. Puis de toute façon, quitter la ville pour m'en aller m'insécuriser sur une route, tout en sachant que tout le pays est encerclé par des tsunamis. Ben oui. On ne sait pas par quel côté ça va venir. Non, c'était impossible. Mais vous avez été chanceuse de réussir à trouver un vol quand même parce que on avait l'impression que tout était paralysé et tout l'avait été assez rapidement, alors que vous avez réussi à vous trouver ce vol-là. Expliquez-moi comment ça se passe. Parce que vous êtes dans le cœur de la ville, l'aéroport, c'est pas dans le centre-ville. Là. Moi, j'avais un billet pour ce soir-là, que je devais partir ce soir-là pour Singapour. Le vol a été annulé, a été remis au lendemain. Déjà là, j'ai essayé de trouver d'autres vols pour n'importe quelle autre destination dans le monde. Amenez-moi n'importe où. Au pôle Nord? N'importe où. En Arabie Saoudite? C'était aucune importance, mais toutes les compagnies aériennes affichaient que l'aéroport était fermé pour la journée et que ça allait juste au lendemain. Alors, j'étais découragée. Je me disais, ce ne sera pas possible de partir. Vous n'avez plus d'hôtel, vous n'avez pas d'avion. Voilà. Alors, ma seule idée qui me restait, c'était de partir pour l'aéroport et de coucher là-bas et d'attendre le lendemain. J'avais pas d'autre option. Et à un moment donné, les deux amis que j'avais, qui est Hélène Chagnon et Patricia Benoît, ils m'ont aidé vraiment, ils m'ont soutenu, ils ont appelé au centre de crise ici à Montréal, demander qu'est-ce que je devais faire, si c'était possible d'avoir un transport qui vienne me chercher pour m'amener jusqu'à l'aéroport. Étant donné qu'il n'y avait pas de transport. Parce que les taxis, il n'y en avait pas ou quoi? Il y en a, mais ils sont tout le monde saute chers. Dedans, ouais. Puis tout le monde saute dedans, bien oui, parce qu'il n'y avait plus de transport. Et là, à ce moment-là, in extremis, c'est arrivé, ma copine, elle m'a dit, je suis en ligne avec Air Canada, j'ai un billet pour Vancouver qui vient vers Montréal. Le veux-tu? Oh, ben, ça coûte combien? Oh, c'est trop cher. Non, ça n'a pas été la question. Non. C'est pas du tout. Ça a été oui.
un gros oui. Mais là, vous avez réussi à vous rendre à l'aéroport assez rapidement. Comment? Comment vous y êtes allé? Je ne suis pas arrivée rapidement. C'est que là, à ce moment-là, l'autre fille qui était avec le centre de crise, elle m'a dit « On ne peut pas t'avoir de transport, il faut que tu te débrouilles par toi-même. Vas-tu être capable de te rendre à l'aéroport dans les temps? » J'ai dit « Je vais tout faire ce que je peux. » J'ai fermé mes bagages, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, les séchés en 15 minutes. Et j'étais vraiment partie sur la route. J'ai demandé à la réception s'il y avait un taxi. Elle m'a dit « Non. » C'est pas possible. Il n'y a aucune centrale qui sont ouvertes. Il faut vraiment trouver sur la rue. J'ai marché pendant 15 minutes dans la rue avant de tomber sur un taxi qui débarquait quelqu'un et j'ai mis la main sur la portière. J'ai dit « Moi ». Et j'ai montré mon papier. Et le monsieur, il m'a dit « Oui, oui, oui », parce qu'il savait que c'était extrêmement payant m'amener jusqu'à l'aéroport. Mais les routes étaient ce qui était encore congestionné. C'est ça, ça vous a pris 14 heures pour y aller, pour sortir de la ville. C'était la même chose. Ça m'a vous pris 7 deviez heures. avoir peur d'arriver en retard. Écoutez, j'étais rendue à... Parce qu'il n'y a pas d'avion. S'il y en a eu un, puis vous le manquez... C'est ça. Fini, là. Et le monsieur ne parlait que japonais, le chauffeur. Moi, j'essayais de communiquer avec lui, il n'y avait pas moyen. Donc, on s'entendait sur des gestes, l'aéroport, décoller, des choses comme ça. Mais à un moment donné, j'étais découragée. À 4h30, il nous restait encore 45 km à faire et on venait de faire 10 km en 2h30. Et là, vous êtes environné encore d'édifices qui sont tombés, puis d'autos sentiers dessous, puis de ferraille, etc. Ils avaient fermé l'autoroute, donc il fallait prendre les voies de service, les villes. Il fallait traverser les villes pour se rendre jusqu'à l'aéroport. Et de plus en plus, quand on avançait, il y avait des pancartes « Aéroport Narita ». Et on voyait vraiment des cônes avec l'armée qui était là pour empêcher que les gens rentrent. Rentrent dans l'aéroport? Oui. Et le chauffeur d'autobus me faisait signe « Fermé, madame, aéroport fermé, fermé ». Et moi, je lui montrais des avions dans le ciel et je disais « Non, regarde, il y a un avion ». Il dit « Non, non, Haneda, aéroport Haneda. Narita, fermé ». Et moi, je disais « Non, on continue, on se rend jusque-là ». Et moi, je me disais « De toute façon, je vais coucher là, je vais coucher devant la gate s'il faut ». Mais je ne retourne pas à Tokyo. Je voyais que j'ai payé 300 $ mon taxi pour me rendre de Tokyo jusque là-bas. Et vous avez pu entrer dans l'aéroport, finalement? Ils vous ont laissé entrer? Quand je suis arrivée à l'aéroport, finalement, ils m'ont demandé mon passeport et mon billet. Et c'est ce qui m'a permis d'entrer parce qu'ils filtraient. Sans billet, ils pouvaient pas. Filtraient. Ils ne voulaient pas que ça soit un refuge, finalement. Voilà. Et comble de malheur, au moment où vous avez pris votre envol dans l'avion, il y a eu une autre réplique, il y a eu un autre tremblement de terre. Mais avant ça, c'est qu'à 7h10, c'était mon vol et je me suis présentée à l'aéroport à 7h40. J'étais complètement effondrée. Alors, vous pensiez que vous aviez manqué l'avion? Mais oui. Aïe! Mais oui, c'est sûr, parce que je l'avais manqué en réalité. J'arrivais une demi-heure trop tard. Alors, j'étais tellement découragée, j'aurais pleuré, là. Mais en même temps, j'étais à l'aéroport au moins. Alors, je me suis présentée à l'avant et j'ai demandé à la dame, qu'est-ce que je fais avec mon billet? Elle me regardait, elle a dit, Montréal? J'ai fait oui. Ah, vite, 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 donnez-moi votre valise. L'avion a 2 heures de retard. Vous êtes bien. C'est comme dans un film, votre affaire. Et ça, Hollywood. Et comme quand on dit comme dans un film, là, la cerise sur le sundae, le départ, ça se fait comment? Le départ. Au moment du départ, on est parti. J'étais dans l'avion. Complètement zombie parce que j'en croyais pas mes yeux. Et il y a eu un tremblement de terre au moment de quitter la piste. Donc, l'avion s'en allait comme si on avait le Parkinson. Les ailes s'en allaient comme ça. Et l'avion sautait parce que le sol était complètement instable. Et moi, ce que je savais pas, c'est que vraiment l'air aussi contient des vibrations. Mais je l'ai su là. Parce que quand l'avion a quitté le sol, on a continué d'être dans les vibrations comme si on était encore sur le sol. Et ça a duré un certain moment avant que vraiment l'avion se stabilise. Avant que vous puissiez pousser un soupir de soulagement. Depuis ce temps-là, dormez-vous? Êtes-vous resté traumatisé? Ou... Par malheur. Mon copain habite juste à côté d'une voie ferrée. Et il y a les trains qui passent régulièrement et la maison vibre. Donc, les premières nuits, j'avais droit aux trains qui passaient et les vibrations. C'était... En tout cas, vous avez vécu... Tu sais, quand on dit que les voyages forment la jeunesse ou forment la personnalité, vous avez voyagé pas mal dans 43 pays. Celui-là, vous allez vous en rappeler. Merci beaucoup, Mme Bourdon.